qui va donc envisager le phénomène de la conscience spirituelle de groupe sous l'aspect de la volonté, ce qui est peut-être plus intriguant. Certains d'entre nous. Donc pareil, une grosseur d'exposé, et puis un petit temps pour les questions. Après, à la fois sur la conférence de Roger, et s'il y a encore des choses à dire sur l'exposé de Marianne. Bon, ce matin, nous avons parlé de l'énergie d'amour, de la conscience du groupe. Je dirais que c'est un premier volet de la question. Je pense en effet qu'il y a une autre forme d'énergie qui est tout à fait importante si l'on veut comprendre notre réalité. C'est l'énergie de la volonté, c'est l'énergie du dessein divin à l'arrière-plan des choses, c'est l'énergie de l'intelligence qui se dégage derrière le monde. Et je n'en veux pour preuve qu'il y a 48 heures sur France Inter, dialoguaient Hubert Reeves et Trine Xuan-Tuan, qui sont deux cosmologistes, et à partir de leur propre démarche scientifique et intérieure, ils sont arrivés tous les deux à la conclusion qu'il y avait une intelligence derrière les choses. Et que donc il y a, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette conférence, une complémentarité entre cette énergie d'amour, cette énergie divine qu'il y a derrière les choses, et que l'une sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. S'il n'y avait que la volonté, ce serait une catastrophe pour le monde. S'il n'y a que l'amour, et c'est une remarque que fait précisément le Tibétain dans l'astrologie ésotérique, l'amour seul a du mal à montrer sa véritable réalité, cette force suprême qu'on a déjà évoquée ce matin et qui est l'arrière-plan des choses. Les deux sont indispensables. Et alors, dans l'ensemble des choses que nous présentons, la diapo suivante, Corinne, on admet qu'il y a 3 systèmes solaires qui sont traversés par le divin qui est dans notre système solaire. D'une part, un premier système très ancien qui a développé ce que l'on appelle l'intelligence active. Ensuite, un deuxième système qui est le nôtre à l'heure actuelle et qui est là pour précisément démontrer cette force de l'amour-sagesse. Et qu'il y aura un troisième système dans un futur lointain qui donnera cette fois la nature précise de l'énergie de volonté. Eh bien, on pourrait penser que dans le système où nous sommes, l'amour-sagesse suffit et que l'énergie de volonté n'est pas nécessaire. Mais nous allons voir que non, il faut qu'il y ait aussi cette énergie de volonté. La diapo suivante. Alors, ce deuxième système solaire porte aussi le nom de système du Fils, en ce sens que le Père et la Mère ont engendré d'un Fils, et ce Fils, bien entendu, qui est en analogie parfaite avec la notion de Christ, lorsqu'il est un avec son Père, il peut remplacer le Père dans la réalité qui est la nôtre. Il porte à ce moment-là le nom de Christ cosmique, et vous voyez que ce Christ cosmique porte en lui ce que le Père lui a laissé, le rayon 1 qui est le rayon de volonté, le rayon 2 qui est le rayon d'amour-sagesse, et de par sa mère, il a le rayon 3 qui est le rayon de l'activité, donc de cette intelligence active dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez que le Christ cosmique s'appuie bien sûr sur ces deux énergies complémentaires que j'ai déjà évoquées et qui sont présentées là en termes de rayons. Donc rayon 1 pour le rayon de volonté, rayon 2 pour le rayon d'amour-sagesse. Eh bien le Christ historique qui a vécu il y a 2000 ans a insisté sur ces deux aspects complémentaires.
cela a déjà été dit ce matin, le Christ est venu pour manifester l'énergie de notre sagesse, mais il est venu aussi pour exprimer cette énergie du Père, donc cette énergie de volonté. Et on a plusieurs citations dans la Bible qui traduisent cette volonté de s'occuper donc des énergies de son Père, c'est-à-dire des énergies de volonté là que je viens de mentionner. C'est ainsi qu'il dit à sa mère, à un moment donné, au temple, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Il était tout enfant quand il a dit ça. Ensuite, lorsqu'il sera baptisé au bord du Jourdain par Jean-Baptiste, il dira à un moment donné à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » La notion de justice, si vous voulez, fait référence à la notion de bien, à la notion d'organisation politique, et là encore, c'est ce premier aspect divin, donc de volonté. Et puis enfin, la dernière phrase qui est très connue, c'est celle que le Christ va prononcer sur la croix à Gethsémani, « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », donc l'expression de cette volonté. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que représente cette volonté par rapport à la constitution humaine, et notamment, comme cela a déjà été évoqué ce matin, en rapport avec la notion de conscience. La constitution humaine, vous retrouvez d'une part la personnalité, l'âme et puis l'étincelle divine. Alors en ce qui concerne la personnalité, nous avons vu ce matin que cette personnalité évolue d'une conscience de masse à une conscience individuelle. Et en ce qui concerne donc la volonté, elle va prendre différents aspects en fonction de ces deux grands domaines de la conscience. Quand il s'agit de la conscience de masse, la volonté, c'est la détermination que l'on met à satisfaire un projet qui est strictement égoïste. En revanche, quand il s'agit de la conscience individuelle, là, l'énergie de volonté acquiert une certaine forme d'autonomie. C'est par exemple l'énergie que va développer un individu pour développer un projet politique, un projet artistique, etc., qui vont, bien entendu, venir étoffer cette notion-là de conscience individuelle. Et puis je dirais qu'il y a un troisième temps, c'est lorsque la personnalité humaine va commencer à être colorée par un minimum de spiritualité. Là, il va se manifester ce que l'on appelle un petit peu la bonne volonté, qui est déjà une volonté qui commence à prendre une orientation spirituelle. Si nous passons maintenant au niveau de l'âme, eh bien, là, les choses ont été très bien développées ce matin par Matt. La conscience, c'est la conscience de Dieu. Et non seulement il y a cette notion de conscience de groupe, mais il y a un point aussi qui est fondamental, c'est l'union intime très profonde entre l'âme et la personnalité. C'est la fusion de deux lumières. La personnalité est marquée par la lumière dorée du cœur éthérique, l'âme, c'est une lumière blanche. Et ces deux lumières doivent se confondre parce qu'elles marquent un indice tout à fait important pour le développement spirituel. C'est à partir de cette réalité au niveau, par exemple, de la conscience de groupe, que la conscience de groupe pourra être invocatoire de la volonté divine venant de l'étincelle divine et de Shambhala que nous allons voir dans quelques minutes. Et d'autre part, cette fusion entre l'âme et la personnalité est quelque chose de tout à fait indispensable aussi pour la construction de ce que l'on appelle l'antakarana, le pont de lumière. Donc nous sommes là vraiment dans un versant très, très important donc, de l'évolution spirituelle. Et sur le plan de la volonté, à l'échelle de l'âme, la volonté qui va se manifester, c'est la volonté de l'âme, ce que l'on appelle véritablement la volonté sacrifice. Sacrifice doit être entendu
comme ce qui rend les choses saintes, c'est-à-dire ce qui apporte une couleur véritablement spirituelle à l'évolution des choses. Et puis enfin, le troisième point, c'est celui de l'étincelle divine. Là, c'est notre étincelle divine qui est en relation avec le dessein, ce dessein étant rattaché donc à ce que l'on appelle le tout, l'un, Shambhala, ce centre de vie là, qui est présent sur notre planète. Et là, cette énergie va amener la concrétisation de la volonté divine, de la volonté de bien. Alors cette énergie de Shambhala est quelque chose qui est très important. C'est une énergie de synthèse, c'est une énergie de stimulation, c'est une énergie qui clarifie, c'est une énergie qui présente une haute affinité avec la forme inférieure de l'individu, avec la personnalité. Et ça, c'est un point qu'il faut bien prendre en considération parce qu'il est très dangereux. C'est notamment ce qui s'est passé avec le régime nazi. Le régime nazi avait une conscience de groupe autour de Hitler qui a été capable donc de capter cette énergie, mais qui, bien entendu, au lieu de l'utiliser pour le bien de l'humanité, l'ont utilisé pour la destruction donc, et le mal de l'humanité. Donc voilà ces trois éléments qui sont donc tous trois porteurs de cette notion de volonté. Et vous voyez qu'on vient d'évoquer deux grandes notions dans ce tableau. Il y a d'un côté la notion de conscience, et puis de l'autre côté il y a cette notion de volonté divine. Je crois que là il faut faire un discernement pour bien préciser ce que représentent ces deux types donc, de réalités, parce que nous sommes portés, nous sommes emportés par ces deux réalités, bien que nous n'ayons pas conscience. Alors dans le cliché suivant, vous avez un tableau, en bas, c'est la matière, en haut, c'est l'esprit. Et puis vous retrouvez les trois éléments de la constitution de l'homme, dont je vous ai déjà parlé, la personnalité, l'âme, avec ce que l'on appelle le corps causal, la conscience causale, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et l'étincelle divine. Et bien vous voyez que ces deux réalités spirituelles n'évoluent pas dans le même sens. Elles évoluent dans deux sens différents. Notre évolution commence par l'évolution de la conscience. C'est-à-dire que nous partons de la matière et tout doucement, nous pénétrons dans la révélation progressive de ce qui est véritablement la définition de la conscience. Et cette première dimension, vous voyez qu'elle occupe l'évolution qui nous est propre depuis la personnalité jusqu'à la réalisation, nous reviendrons là-dessus, de cette conscience causale. C'est véritablement la conscience, l'évolution christique, l'amour, la pensée, etc. En revanche, la volonté divine dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui part en haut et qui descend vers la matière. Et cette volonté divine veut donc attendre une démarche qui est inverse de la précédente. Mais les deux sont quelque chose qui sont profondément liés. Et le problème que je voudrais soulever, qui est soulevé par le Tibétain qui a déjà été évoqué suffisamment ce matin, c'est ce rapport entre les deux. Parce que finalement, on peut dire qu'à l'heure actuelle, d'une façon un petit peu globale, l'humanité est très centrée vers l'évolution de la conscience. Et plus personne ne parle de la volonté divine. Or, sauf des enseignements comme celui que nous évoquons ici à l'Institut Alcoeur, où là, on insiste justement sur cette complémentarité profonde qu'il doit y avoir entre cette montée de la conscience et cette volonté divine là qui descend d'en haut. À tel point que si vous prenez certains textes, il est dit que
la volonté divine est le facteur qui anime la conscience. Donc quelque chose qui est à côté de la conscience. Donc je voudrais véritablement vous persuader qu'il faut essayer d'entrer dans une vision globale qui fasse la part, bien entendu, de la conscience et d'autre part de cette volonté divine qui descend d'en haut. Alors vous allez me dire, mais on est victime d'un profond déterminisme des choses. Peut-être. C'était ce que pensait par exemple quelqu'un comme Spinoza, qui a beaucoup réfléchi là-dessus. Mais Spinoza ajoutait, quand on voit finalement toutes ces formes qui nous habitent et qui nous déterminent, naît un immense sentiment de liberté. La liberté, elle est là dans cette association entre la conscience et la volonté divine. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur cette notion de conscience causale, parce qu'elle est tout à fait fondamentale dans notre vie. Cette conscience marque l'aboutissement de la conscience christique en nous. C'est ce qu'on appelle le corps causal, c'est quelque chose, comme l'a expliqué Vlad ce matin, qui est complètement localisé dans la partie supérieure du plan mental. C'est l'âme sur son propre plan. Mais cette âme sur son propre plan a des fonctions qui sont tout à fait essentielles, d'où ce terme de causal. C'est cet âme sur son propre plan qui, à chacune de nos vies, fait la synthèse de cette personnalité. C'est-à-dire qu'un élément de cette conscience causale va être emprisonné dans des enveloppes, va constituer une vie, etc. Et lorsque nous décédons, la partie de cette conscience causale qui a été enfermée par des matières se libère et retourne là au niveau de cette conscience causale. Cette conscience causale est véritablement la lumière christique que vous portez en vous, et c'est vers cette lumière vers laquelle vous retournez lorsque vous décédez. C'est la première raison du mot de causal. Deuxième raison du mot de causal, eh bien cette conscience christique, lorsqu'elle est vécue donc en conscience de groupe, et qu'elle devient invocatoire des énergies de volonté divine, c'est elle qui va se tourner vers ces énergies, va faire appel à ces énergies pour les matérialiser, pour les rendre actifs dans la vie, y compris notre vie physique. Et ça, comme Matt l'a expliqué, se passe par la conscience de groupe qui devient invocatoire. Et cette conscience de groupe-là réalise cette invocation à partir de cette conscience causale qu'elle constitue et qui est donc tout à fait fondamentale. Donc c'est un point que je tenais à préciser parce que nous avons là, avec cette conscience causale, une charnière. D'une part, c'est le développement de l'énergie christique, et puis d'autre part, et ça vous vous souvenez tous des textes de la Bible. Dans la Bible, lorsque l'apôtre Philippe voit le Christ, il lui dit, mais tu nous dis toujours que tu vas nous conduire au Père, où est-ce qu'il est le Père? Eh bien, le Christ répond, mais tu n'as qu'à me regarder et tu iras vers le Père. Et donc, c'est ce deuxième volet que j'ai voulu mentionner tout à l'heure au niveau donc de cette conscience causale. Voilà, alors, ceci dit, on va pouvoir entrer maintenant dans la signification de cette volonté divine pour voir un petit peu comment elle se manifeste. Alors, je crois qu'il y a plusieurs façons d'approcher cette réalité de la volonté divine. Il y en a une qui est très bien développée dans un ouvrage qui s'appelle son traité sur le feu cosmique, c'est la notion de Manas, qui est une des grandes voies de manifestation de cette volonté divine. Je n'en parlerai pas. L'autre voie dont je vais parler, c'est celle qui est liée précisément à l'énergie qui est portée par les constellations et qui vont manifester cette énergie divine. Et là, il y a un point qui est très important, que je redévelopperai un petit peu tout à l'heure, c'est la différence qui existe aussi entre la quête de la conscience que nous avons vue ce matin, qui partait de la matière, et l'effet des rayons.
Dans cette quête de la conscience, les rayons interviennent dans leur aspect qualitatif. En revanche, dans la manifestation de l'énergie divine que nous allons voir, eh bien, ces fameux rayons interviennent dans l'aspect volonté. Et ça change radicalement les choses en termes donc de manifestation dans notre espace. Alors vous voyez que cette volonté divine, on peut la développer sur trois aspects. La volonté est quelque chose qui conditionne l'aspect vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'évolution des choses dans le monde, notamment lorsqu'il y a manifestation de périodes qui sont importantes, périodes de civilisation, périodes correspondant à des États particuliers, la période lémurienne, la période atlantéenne, la période mentale, etc. Eh bien, c'est cet aspect de la volonté qui intervient. Il intervient véritablement là pour contrôler le développement normal de cette évolution. Même chose pour l'évolution biologique à la surface de la planète. Nous avons une évolution qui dure de 4 milliards d'années, avec des vagues de vie qui se superposent. Et bien là encore, c'est cet aspect de la volonté qui va se manifester. Et je crois que cet aspect de la volonté, on peut le représenter géométriquement. Je peux avoir la prochaine diapo de la façon suivante. C'est la vie qui est au-delà de la Trinité. La Trinité, c'est un petit peu, si vous voulez, les trois énergies de base qui sont présentes dans toute chose qui est vivante. Eh bien, cette vie qui conditionne le développement de tout ça est au-delà, vous voyez, elle est au-delà donc du cercle de l'esprit, de l'âme et du cœur. Je peux revenir en arrière, Corinne? Le deuxième aspect de la volonté, c'est la volonté qui instaure de justes relations humaines. Cette volonté est quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui est particulier à la manifestation de cette volonté. C'est, si vous voulez, avant la réalisation de quelque chose sur le plan évolutif, c'est ce qui va précéder avant. Ce qui va précéder, par exemple, l'acte créateur. C'est-à-dire que cette volonté voit le début et la fin de ce qui va se passer. C'est très différent de l'énergie de désir. C'est la raison pour laquelle j'insiste bien là-dessus. Le désir, au contraire, on désire quelque chose, ça se manifeste immédiatement. Là, en termes de volonté divine, non. On commence à voir le début et le commencement du processus, et après, il y a manifestation des choses. Pour vous donner un exemple, par exemple, c'est la parole du Christ quand il dit « Je suis alpha et oméga ». C'est ça, cette volonté divine donc, qui instaure de justes relations humaines. Et puis le troisième aspect de la volonté divine, c'est la volonté qui finalement conquiert la mort. Alors qu'est-ce qu'il ne s'agit pas évidemment de parler de la mort comme nous avons l'habitude de la considérer, avec l'élimination de la forme, etc., et puis le retour, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de l'âme là, vers la conscience causale. Non, il s'agit de la mort qui est libérée de toute chose, de la vie qui se libère véritablement de tout ce qui peut l'empêcher de s'épanouir. Et c'est donc quelque chose qui va jouer un très grand rôle dans l'évolution, puisque l'évolution nous porte justement à finalement éliminer toute la peur que cette mort nous provoque pour comprendre qu'il s'agit derrière ce processus d'un processus de libération, et ce processus de libération, c'est celui donc de la vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de ces trois éléments, donc de la volonté divine? Je peux avoir le cliché suivant. Il y a là toute une série d'étapes qui vont se passer à l'échelle cosmique et qui vont finalement
nous montrer, comment dirais-je, le trajet qui va de la pensée divine, de cette pensée divine aimante, jusqu'à sa manifestation au niveau de la terre. Au départ, le triangle, eh bien, ce sont les trois formes de volonté divine que je viens de vous décrire. Eh bien, ces trois formes de volonté divine vont être transmises aux rayons dans leur aspect volonté. Je vais revenir là-dessus pour vous expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, ces rayons vont transmettre ces différentes formes d'énergie à des constellations. Pour être plus correct, il faudrait peut-être dire des signes. En effet, il nous est expliqué dans l'astrologie ésotérique que la constellation, c'est plutôt l'ensemble des étoiles sur un type astronomique, je dirais presque scientifique. Le signe, c'est les mêmes étoiles, mais qui sont vectrices d'énergie. Donc, transmission de l'énergie à des constellations. Ensuite, transmission de ces énergies au Soleil. Et enfin, transmission au niveau de la Terre. C'est-à-dire que quand vous avez parcouru l'ensemble des étapes, vous êtes passé de la volonté divine à ce qui va se passer sur notre terre, donc dans notre réalité quotidienne, si je puis dire. Alors je voudrais revenir là sur deux points qui sont très importants. C'est d'abord cette notion de rayon dans leurs aspects volonté. Est-ce que je peux avoir le cliché suivant? Non, voilà. Donc, je le rappelle, les rayons, qui sont les grands supports de la manifestation divine, peuvent être appréciés de trois façons. Ils peuvent être appréciés sur le plan physique, ils peuvent être appréciés sur le plan qualitatif, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'évolution de la conscience christique, et puis ils peuvent être ressentis, vécus sur le plan de la volonté. Et là, ils vont avoir des caractéristiques tout à fait particulières. Le rayon 1, volonté d'initier. Initier, c'est-à-dire commencer les choses, ébaucher donc les évolutions. Le rayon 2, volonté d'unifier. Le rayon 3, volonté d'évoluer. Le rayon 4, volonté d'harmoniser. Le rayon 5, volonté d'action. Le rayon 6, volonté de causer. Le rayon 7, volonté d'exprimer. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ces différentes choses, mais je vous engage vigoureusement à lire les pages qui sont à la fin d'Astrologie ésotérique. Il y a une dizaine de pages sur la nature de ces rayons en tant que volonté. C'est quelque chose de prodigieux. Mais ce matin, Matt a déjà évoqué le rayon 5. Je voudrais dire précisément ce qui se passe à propos du rayon 5 quand on le prend sous l'angle de la volonté. Alors le rayon 5 est un rayon qui est important. Nous sommes en train d'entrer dans l'énergie du Verseau. Or, cette énergie du Verseau, elle se manifeste essentiellement par le rayon 5. Et bien, ce rayon 5, qui est le grand rayon de la pensée, du mental, etc., il nous a dit que sous l'effet de la volonté, c'est le rayon de la concrétion, de la forme des choses dans leurs aspects le plus matériels. Et il nous a dit que quand on considère ce rayon sous l'angle de la volonté, on s'aperçoit qu'il y a dans la substance matérielle un potentiel de vie qui va être à l'origine de l'intelligence et de la conscience qui se manifeste au sein de la matière, qui est un processus évidemment tout à fait important. C'est le grand processus qui va amener la matière, qui est une matière qui est plus ou moins orientée vers des aspects involutifs, etc., qui va l'amener dans des cycles d'évolution. Et donc là, on est à la racine moléculaire de la notion d'intelligence
de la notion de conscience. C'est vous dire donc l'importance de ce rayon. Si je peux revenir en arrière sur mon schéma. Deuxième chose, ce schéma traduit finalement 3 étapes dans la manifestation de la volonté divine. Il y a tout d'abord, au départ, là, quand on prend le triangle, et puis les rayons dans leur aspect volonté, c'est la manifestation de la vitalité des choses. La vitalité vient là de ce qu'il y a de plus divin, là, au niveau de cette volonté divine. Et donc, cette première étape, c'est la source de la vitalité. Ensuite, il y a la deuxième étape, où il y a transformation de cette vitalité, finalement, en organisation de la matière. Qu'est-ce que c'est que cette organisation de la matière? Cette étape que l'on dit magnétique, eh bien, c'est tout simplement la naissance de ce que l'on appelle l'éthérique cosmique. C'est-à-dire que dans l'espace aussi universel que vous pouvez l'imaginer, il y a à un moment donné un espace magnétique là qui est en rapport avec l'énergie divine qui s'est manifestée précédemment et qui va être à l'origine donc de ce qui va se passer sur notre Terre. Parce qu'on parle toujours de l'éthérique, et nous tous qui avons commencé à nous intéresser à cette notion d'éthérique, on l'a vu à la base dans la constitution humaine, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que maintenant, si je voulais véritablement comprendre l'éthérique, il faut le prendre là à l'origine des choses. C'est l'espace qui est organisé. Comme le dit le tibétain, la véritable forme est dans l'éthérique. La forme des choses se trouve dans l'éthérique. Donc l'espace est organisé par ce qui se passe au travers donc, des constellations qui vont être stimulées. Et donc, première étape, vitalité. Deuxième étape, magnétisme. Troisième étape, activité, c'est-à-dire ce qui va se passer sur Terre. Mais véritablement, la chose fondamentale qui fait partie de notre réalité, qui sont relativement proches de nous, c'est cet espace organisé donc, qui porte le nom d'éthérique, qui porte encore le nom, pour rapprocher les choses d'une autre façon, peut-être que ça évoquera chez vous cette idée, la notion d'akasha. Quand vous voyez dans les textes que l'on peut lire l'évolution des mondes dans l'akasha, c'est-à-dire qu'on est capable d'apprécier ce qui se passe là, dans cette immense forme éthérique à l'échelle cosmique. Donc, la réalité, le magnétisme et l'activité. La vitalité, c'est ce qui est à l'origine des choses, mais comme je le répète toujours, ce schéma ternaire est très intéressant parce qu'il nous montre que quand on parle de vitalité, il faut toujours aller au plus profond des choses pour trouver véritablement la vitalité. Alors, si on rentre un petit peu, je peux avoir la diapo suivante, si on rentre un petit peu dans le détail pour voir comment les choses vont se passer pour la constitution de cet éthérique, de cet espace magnétique, eh bien, vous voyez, on va prendre un rayon, et ce rayon, et c'est vrai pour tous les rayons, je ne peux pas prendre les 7 rayons les uns après les autres, mais c'est des choses là qui sont publiées, qui sont tout à fait accessibles. Ce rayon, par exemple, le rayon 1, il va se manifester par trois signes, le signe du bélier, le signe du lion et le signe du capricorne. Et ce qui est très important, c'est que ces 3 signes sont toujours dans la structure ternaire de base, esprit, âme et corps. C'est quelque chose qui est absolument systématique. Et vous voyez que si vous prenez l'énergie du bélier, elle va faire référence à la première volonté de vie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui concerne la vie, c'est-à-dire que le bélier va manifester un renouvellement des choses là au niveau de la nature, par exemple. C'est pas pour rien que les biodynamistes, les alchimistes et puis beaucoup de personnes ressentent au moment de cette arrivée du signe du bélier là,
est au voisinage de l'équinoxe de printemps, cette nouvelle énergie qui apparaît, elle est là, elle est là. Elle a été pensée par le divin, là, et elle se manifeste bien entendu dans la nature. La deuxième énergie, c'est celle du lion. Et bien là, c'est la volonté donc qui consiste à instaurer de nouvelles relations. Pour le lion, c'est la réalisation du soi, c'est la manifestation de l'âme. Et puis enfin, pour la troisième énergie, eh bien, vous voyez, c'est celle du Capricorne, et la volonté qui conquiert la mort, c'est la signification que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la vie là qui doit pouvoir se déployer donc et dépasser la mort. Si bien que ce que vous avez ici, eh bien, on le retrouve pour chacun des signes. Si je prenais par exemple le signe du rayon 2, la volonté d'unifier, eh bien, je vous dirais, c'est les Gémeaux, c'est le signe de la Vierge, c'est le signe des Poissons. Et avec toujours cette réalité trinitaire, les Gémeaux, c'est le premier aspect divin, ensuite la Vierge, c'est le deuxième aspect divin, et puis le troisième, le Capricorne, le troisième aspect divin. Donc vous retrouvez ça de façon tout à fait systématique. Alors voilà cette première approche que l'on peut faire donc de cette notion de volonté divine, mais je voudrais maintenant faire référence un petit peu à la nature de cette volonté divine, parce que qu'est-ce qu'elle représente physiquement? Alors pour ce faire, là je vais relater tout simplement ce qui est exprimé dans la quatrième règle pour l'initiation de groupe, parce que quand on a parlé ce matin de la conscience de groupe, il y a aussi des initiations de groupe. Et dans cette quatrième règle, il est expliqué ce qui se passe au moment de la quatrième initiation. Vous voyez que c'est un degré d'avancement qui est très, très fort, parce que, bon, la plupart du temps, quand on parle de la conscience de groupe, Marc l'a évoqué ce matin, l'initiation de groupe à laquelle on fait référence, c'est la troisième initiation, c'est celle de la transfiguration. Là, c'est au-delà. Et donc, je peux avoir le cliché suivant. Vous avez sous les yeux l'état du mental au moment de cette quatrième initiation. Alors, vous reconnaissez dans mon schéma, je vais le simplifier au maximum, les trois plans du mental. Vous avez au sommet du mental, le mental intuitif. Vous avez ensuite l'âme sur son propre plan dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette conscience causale, ce corps causal. Ce corps causal, c'est une enveloppe, et qu'à l'intérieur de ce corps causal, vous avez les trois énergies de l'âme. Et puis enfin, la dernière partie, vous avez en bas donc le mental concret. Et nous sommes à un moment tout à fait critique de l'évolution du plan mental. C'est-à-dire que là, la construction du pont de lumière de ce qu'on appelle l'antakarana, et qui permet le passage entre le mental supérieur et le mental inférieur, a été réalisée. Et cet antakarana est quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet de faire descendre les énergies des plans spirituels vers finalement les matières de la personnalité. Donc, ce pont de lumière a été réalisé. Et il en résulte, à l'échelle du plan mental, un potentiel électrique qui est très puissant. C'est-à-dire qu'il y a une charge plus qui est en haut du plan mental et une charge moins qui est en bas du plan mental. Et lorsque vous avez une charge électrique plus d'un côté et une charge électrique moins de l'autre côté, vous provoquez automatiquement une décharge électrique. Et c'est ce qui se passe. Il y a une décharge électrique qui survient, qui va détruire
donc l'enveloppe du corps causal qui va libérer l'énergie de l'âme. Alors cette énergie de l'âme, bien entendu, n'est pas perdue. Elle est récupérée par les matières de l'individu, du groupe, de la planète sur lequel se réalise ce processus. Mais en même temps, on peut observer une petite sphère lumineuse qui est une sphère donc d'énergie, de volonté divine. Je peux avoir le cliché suivant. Et cette sphère lumineuse est constituée de deux parties. Une partie qui est tournée vers l'universalité, une autre partie qui est tournée vers l'individualité. Vous avez véritablement ces deux choses qui sont complètement mêlées dans cette petite sphère de lumière. Eh bien, il nous est dit que cette petite sphère de lumière représente une unité de cette volonté divine. Vous voyez que dans cette sphère de lumière, finalement, il y a deux grandes relations. Une relation avec l'universalité, le tout, une relation avec la partie, avec l'individualité. L'individualité représentant finalement la réalisation intérieure que chacun d'entre nous aura pu vivre tout au long de son évolution spirituelle. C'est fondamental, ça. Cette volonté divine-là, qui est donc l'association intime entre l'universel et la partie. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'il nous est dit que ces petites sphères de volonté divine sont en relation avec la manifestation du temps et de l'espace. Il nous est dit, l'individu qui possède cette volonté divine va gérer le temps et, à l'intérieur du temps, organiser l'espace, c'est-à-dire va créer les choses. Alors c'est fondamental, parce que tout à l'heure j'évoquais justement ces deux cosmologistes-là qui discutaient de l'origine des choses. Vous savez que la grande question à l'heure actuelle, sur le plan scientifique, d'abord, il y a une théorie qu'on peut discuter, mais qui est quand même valable dans ces grandes lignes. C'est la fameuse théorie du Big Bang. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'évolution du monde, sont apparus le temps, l'espace, la matière, l'énergie. Et les scientifiques peuvent aller jusqu'à la limite là de ce moment où sont apparus ces différents paramètres. Et la grande question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, c'est une hypothèse que je fais, bien entendu. Je pense qu'avant, il y avait justement des petites sphères de volonté divine. Il y avait un monde éthérique, magnétique, là, qui a été organisé, et que, bien entendu, l'ensemble de ces deux choses crée à un moment donné un monde d'activité, celui dans lequel nous sommes, où nous retrouvons temps, espace, matière et énergie. C'est une hypothèse que je fais, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on touche là à quelque chose qui est tout à fait essentiel. Alors c'est la raison pour laquelle je tenais beaucoup à faire référence à ce travail sur ces petites sphères de lumière, parce que, bon, elle montre cette notion de volonté divine. Bien sûr que c'est quelque chose qui est très loin de nous sur un plan spirituel, mais qui d'un autre côté est quelque chose que nous pouvons visualiser et auquel nous pouvons penser, parce que vraiment ce que je souhaite faire, c'est faire ce rapprochement très synthétique là entre cette évolution de la conscience et puis cette descente là de cette énergie pour nous faire comprendre les choses. Et précisément,
il nous est dit, c'est un petit peu la phrase qui a été à l'origine de ce travail, donc je vais pas recommander cette phrase que vous a présentée Matt ce matin, mais cette phrase insiste beaucoup sur la réalité suprême de cette énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, le grand problème, comme Matt l'a déjà expliqué, c'est comment aller véritablement à son niveau, comment la concrétiser. Parce que bien entendu, pour parler de l'amour, même de l'amour dans ses élans les plus forts, nous employons des mots, nous employons les mots de bonté, de bienveillance, de solidarité, de fraternité. Mais ces mots sont le reflet de cette réalité intérieure, mais ne sont pas encore cette réalité intérieure. Et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup citer à propos de cette énergie d'amour, c'est Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin disait cette énergie d'amour qui tient tout. Et il envisageait déjà des réflexions sur la manifestation de cette énergie d'amour, par exemple au plan physique. La gravitation en fait partie. Les relations d'affinité chimique de la matière, etc., en font partie aussi. La sexualité au sens très large fait partie de tout ça. Mais ça, c'est qu'une petite approche au plan physique. Donc, comment aller plus à l'intérieur? Et pour aller plus à l'intérieur, dans les pages que j'ai déjà évoquées de l'astrologie ésotérique, le tibétain dit une chose, mais à l'heure actuelle, je ne parle pas en valeur absolue, bien entendu, mais cette énergie d'amour au niveau de la conscience humaine, elle n'est pas véritablement très poussée, elle n'est pas encore très avancée pour nous montrer véritablement qu'est-ce que c'est que cette énergie intérieure. Notamment dans le groupe qu'on a évoqué ce matin sur le traité sur le feu cosmique, on a essayé de faire un petit bilan de la manifestation de cette énergie d'amour qui nous est un tout petit peu accessible. Bon, qu'est-ce qu'on avait cité? Bon, on avait cité la notion d'âme, bien entendu. C'est l'un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est ce fameux éthérique. L'éthérique qui pose tant de questions pour passer dans la culture actuelle est quelque chose qui relève de l'énergie d'amour-sagesse. Ça ne fait pas partie du troisième aspect divin, c'est de l'énergie d'amour-sagesse. On avait mentionné à l'heure actuelle le développement des arts martiaux aussi, qui manifestent lorsqu'ils sont bien entendu enseignés selon les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire superposition d'exercices physiques, mais aussi avec toute la philosophie qui va derrière. Le signe des Gémeaux, lui aussi le grand signe qui manifeste cette énergie d'amour. Vous voyez, donc là, on sent que l'évolution vers cette énergie profonde n'est pas aussi efficace qu'elle devrait être. Et il nous a dit qu'elle n'est pas aussi efficace parce qu'il faut véritablement qu'elle soit couplée avec la volonté divine. Il faut que la volonté divine, dont j'ai parlé, serve d'aiguillon pour stimuler cette énergie d'amour et nous la rendre plus accessible encore dans notre développement et bien entendu dans le développement de l'humanité. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Ces deux énergies, cette énergie d'amour et cette énergie de volonté, sont véritablement complémentaires l'une de l'autre. Moi, je les vois maintenant un petit peu comme les sphères de lumière dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'une qui est en relation avec l'universalité, c'est l'énergie de volonté divine. L'autre qui est en relation avec l'individualité, c'est l'énergie d'amour-sagesse. Elles sont vraiment indispensables. Imaginez un monde qui ne serait régi que par ce rayon de volonté divine, ce serait un monde épouvantable. Et de la même façon, un monde où il n'y a que l'énergie d'amour-sagesse, mais qui se trouve relativement ralenti, qui n'est pas stimulé justement intérieurement, eh bien, on sent que les choses n'évoluent pas comme il le devrait.
Donc il faut véritablement voir la conjonction là de ces deux énergies. Moi je les visualise un petit peu comme les Gémeaux. Oui, comme les Gémeaux, les frères jumeaux. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'au départ, ces deux énergies forment une paire d'opposés polaires. Non, il n'y a pas opposition. Mais comme je l'ai expliqué, il y a un peu ignorance. Je parle de la part toujours de l'humanité. Il y a un peu ignorance à l'heure actuelle. On ne parle pas de cette énergie de volonté. Donc, comme les Gémeaux, et puis il faut qu'ils trouvent tous les deux leur équilibre. Et puis à un moment donné, cet équilibre devient tellement subtil que ça devient deux fluides qui se mêlent ensemble et qui là vont donner une énergie de vie absolument extraordinaire. Donc voilà un petit peu comment on peut voir les choses. Alors concrètement, c'est un petit peu l'objectif des conférences que nous avons faites, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Matt, ce matin, vous a montré avec beaucoup de clarté la conscience de groupe, l'invocation de cette énergie par une conscience de groupe, la transmission de cette énergie à l'âme du groupe et la redistribution de cette énergie à partir de l'âme du groupe, c'est évidemment la voie royale. Mais comme nous l'avons déjà dit dans la discussion ce matin, c'est quelque chose qui est un apprentissage. Nous sommes là, bien sûr, avec la volonté d'essayer de le concrétiser au maximum, mais c'est encore un apprentissage. Mais je crois qu'il y a une deuxième façon de voir. C'est que chacun d'entre nous qui est engagé dans une forme de spiritualité ait la vision globale des choses telles que je l'ai présentées. Qu'il ait véritablement cette vision globale d'un côté de cette montée de la conscience, de l'autre côté de cette descente de la volonté divine. Et j'appliquerai volontiers là, à cette attitude, à cette vision, eh bien, le rayon 2 dans sa forme volonté, la volonté d'unifier. Et oui, d'unifier ces deux choses-là qui sont véritablement très proches l'une de l'autre. Je crois que si nous portons véritablement ça dans notre vision spirituelle, eh bien, chacun aidera tout doucement, finalement, à la concrétisation des choses, c'est-à-dire d'abord au développement profond de cette énergie d'amour, c'est la mission de notre second système solaire, et puis en plus, c'est vraiment, je crois, la prise de conscience d'une réalité spirituelle là, qui est très profonde. Je vous remercie de votre attention. Peut-être un petit complément. C'est intéressant que le tibétain aussi exprime que universalité et individualité exprime bien cette polarité entre l'Orient et l'Occident. Oui, oui, tout à fait. Il parle de cette définition de l'Orient en termes d'universalité, oui, de l'Occident en termes d'individualité. Et donc, on a cette manifestation dans l'enseignement du Bouddha et de l'enseignement du Christ. Beaucoup de choses sont mises dans l'enseignement du Christ sur les différentes étapes qui marquent l'initiation. En fait, c'est l'initiation au lieu d'individualité qui marque l'Occident. L'initiation, ça revient avec l'individuation, avec soi-même, avec se libérer des matrices, en quelque sorte, la deuxième initiation, etc. Et universalité en termes de contrôle. On a une polarité qui est intéressante. D'accord. Une dynamique de synthèse, là où on est dans une dynamique de synthèse entre l'Orient et l'Occident. C'est important aussi cette représentation de la réalité et de la réalisation individuelle. Parce que ça montre, et ça c'est une idée aussi qui est défendue par Teilhard de Chardin, et Teilhard de Chardin, le tibétain le disent, quelle que soit notre évolution spirituelle, nous gardons quelque part une trace de notre individualité.
nous ne sombrons pas là dans un espèce d'océan. Non, nous gardons quelque part quelque chose de notre individualité. Je trouve ça tout à fait encourageant. Je peux vous dire que quand j'ai lu ça sous la plume du Tibétain, ça a été vraiment l'une des idées qui m'a engagé dans cet enseignement. Parce que je ne voyais pas comment pouvoir penser qu'il y avait une dissolution à un moment donné ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez développer, peut-être une question, vous pouvez développer ce passage de la dimension ternaire à la dimension binaire, c'est-à-dire de la Trinité, la dimension de la Trinité à la dimension non pas de la dualité, mais du dualisme fondamental. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que dans la représentation que j'ai donnée, qui est tirée du Yang, j'ai fait apparaître l'onde aussi, parce que c'est ça, c'est une onde très subtile entre ces deux grands rayons. Allez-y, n'hésitez pas à me bombarder d'idées, il y a des choses que vous n'avez pas comprises. C'est pas ce qui me vient dans ce que j'entends, c'est il y a un concept pour moi qui reste quand même assez flou, cette histoire de conscience, de le mettre en conscience, d'élever sa conscience. Et là, ce que j'entends, c'est que vous parlez d'une volonté divine qui est dans le sens descendant, à laquelle il serait intéressant pour moi en tant qu'être humain d'ouvrir. Mais pour aller vers ça, moi j'ai envie intuitivement de parler de volonté, c'est-à-dire que ça fait appel à ma propre volonté, qui part d'une volonté, on va dire, égoïque, parce que c'est celui-là que j'ai, de là où je suis, dans cette incarnation. Mais c'est comme deux volontés qui vont se rencontrer. C'est-à-dire que pour moi, cette volonté qui descend, je la reçois si je mets en action une volonté qui part de l'intérieur, qui est pour moi plus concrète qu'une notion de élever ma conscience, cette conscience qui monte, etc. Que je comprends aussi, hein, c'est pas quelque chose qui m'est complètement étranger. Et voilà, j'avais envie de dire ça. Oui, et ce que tu dis est très exact aussi. Il faut quand même bien voir que ces deux aspects, ces deux réalités sont complètement connectées. Oui. Elles se connectent notamment au niveau de notre centre basal. Hein. Quand la vie apparaît, le premier centre qui apparaît, que ce soit n'importe quel règne, c'est le centre basal, qui est le centre de la volonté de vivre. Et après, il va y avoir le centre de vie qui va venir au niveau du centre du cœur. Mais les deux choses sont très reliées. Mais je suis très sensible à l'idée que, bien entendu, il y a quelque chose qui doit partir d'en bas aussi pour que ça vienne d'en haut, mais c'est évident. Oui, c'est pas ce que je remettais en doute. C'était j'étais sensible à la terminologie et le fait de dire j'ai une forme de volonté, et je ne sais pas laquelle, peut-être que je la définisse, pas déjà abordé, mais pas le faire, mais ça m'interroge. Ça me parle plus, moi, concrètement, ça me donne une idée plus concrète du chemin que je peux suivre qu'une notion qui me semble tellement, pour moi personnellement, floue, de cette conscience, qui est un mot aussi très à la mode, niveau de conscience, changement de niveau de conscience, etc. C'était juste ça, moi. Oui. Mais la conscience est peut-être à la mode, mais enfin, ici, on lui donne quand même un sens très précis. La conscience, c'est finalement la prise de contact avec ce qui est, avec la réalité. Parce que, bon, je ne peux pas détailler tous ces points, mais pour moi, cette montée de la conscience, c'est aussi quelque chose à mettre en parallèle avec la montée du feu de la matière et de la Kundalini au travers de la colonne vertébrale éthérique. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout doucement, on éveille des centres, etc. Et chacun de ces centres nous met en contact avec un aspect de la réalité. Et le fait de savoir, moi, que cette réalité est continuellement connectée avec quelque chose qui circule dans notre sens,
Ça me paraît. Enfin, c'est pas une. Quand tu as fini, je prends la parole. Ah, mais je t'en prie, Christian. J'ai terminé, tu peux y aller. Je pense que cette notion de volonté individuelle est pour moi importante aussi dans le travail sur la conscience. Parce que ça donne un aspect dynamique à l'amour que l'on peut avoir. Et si on est dans l'amour et puis on reste dans l'amour, quelque part, c'est pas suffisant. Donc il faut vouloir l'amour. Il faut être dans cette volonté, même quand on fait une méditation, on peut utiliser la volonté, ce qui nous fait aller plus haut, ce qui nous donne un dynamisme subtil qui est important. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on peut l'utiliser concrètement. J'ai dit. Oula. Philippe, t'as rien à dire? Ça m'étonne. Si, je suis sûre que c'est. J'ai perdu la volonté. Il a écrit tout son album avec cette Alors, j'avais pris des citations, je savais faire une conférence sur la volonté, et j'avais fait un petit tourisme sur Internet en essayant de voir ce qui pouvait être dit sur la volonté par les penseurs de notre monde. J'étais tombé sur quelques citations qui ont vraiment retenu mon attention, mais qui ne vont pas dans le sens vraiment de la conférence, parce que tu fais finalement un exposé beaucoup plus profond. Et ce sont plutôt des expériences de la volonté que font les grands hommes, et ils se placent la plupart du temps dans une expérience de la volonté individuelle et un tout petit peu dans la volonté de l'âme. Donc si vous voulez, je peux vous faire quelques citations, vous les transmettre. La première, en fait, elle va un peu à contre-courant quand on connaît le personnage, puisqu'il s'agit de Napoléon. Et il fait une citation qui n'a rien à voir avec la réputation en fait qu'on lui attribue habituellement d'homme de volonté, donc d'homme de premier rayon. Plus on est grand et moins on doit avoir de volonté. L'on dépend des événements et des circonstances. Donc il va vraiment à l'inverse. Mais j'ai trouvé que c'était de la part de Napoléon une façon de parler de la volonté de l'âme. C'est-à-dire qu'on se situe dans le domaine cette fois-ci de l'identification. La volonté est devenue si forte chez l'individu qui peut se permettre de dire cela qu'il n'exprime plus une volonté qui est individuelle, il s'identifie à la volonté du tout, et cette volonté du tout, il la voit comme appartenant aux événements, donc comme étant extérieure. La volonté ne jaillit pas de lui-même, elle vient du monde. Et sa conscience est tellement ouverte qu'il accueille la volonté de partout. C'est comme ça en fait que je le vois. Et j'ai trouvé en fait que cette citation était très belle, comme finalité finalement de l'expression pratique de la volonté. Et qui n'est pas je cultive en fait une force personnelle, mais qui est j'accueille la force partout présente dans le monde. Donc de la part de Napoléon, je trouvais ça édifiant. Ensuite il y a Lao Tzu. Donc lui, il n'est pas à contre-courant, il dit quelque chose qu'on peut parfaitement attendre de lui. Il disait « Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. » J'en ai plein, si vous voulez, je peux vous en citer une ou deux autres. Nietzsche, donc qui a beaucoup traité en fait la problématique de la volonté, qui dit souvent des choses énigmatiques, mais pour le coup, là encore, je trouve ça très beau. Qui ne sait mettre sa volonté dans les choses, y met au moins un sens. Cela revient à croire qu'une volonté s'y trouve déjà. Donc je le répète, qui ne sait mettre sa volonté dans les choses, y met au moins un sens. Cela revient à croire qu'une volonté s'y trouve déjà. Ce qui signifie que pour Nietzsche, tout est volonté. Et que même la conscience, qui cherche à trouver du sens aux choses, lorsque l'individu excuse son manque
de volonté, son manque d'action, c'est tout simplement parce que sa conscience voit qu'une volonté est déjà active. Et c'est pour ça que la personne ne se permet pas d'avoir une volonté personnelle, parce qu'il dit, bien sûr, puisqu'il y a déjà une volonté. Et donc même les gens qui n'ont pas de volonté, en faisant le choix de la conscience, font le choix finalement par défaut d'une volonté. Voilà, donc je trouve ça aussi très, très édifiant de sa part. Pour rejoindre Descartes, quand Descartes parle de l'énergie qui suit la pensée, j'y ai pensé en fait souvent pendant ta conférence, sachant que la pensée apparaît pour être mise en analogie avec la conscience, et que l'énergie, bien sûr, pour être mise en analogie avec la volonté. Et on pourrait voir en fait un paradoxe avec l'expérience pratique, c'est-à-dire que finalement, dans la théorie de l'enseignement ésotérique, l'énergie précède et la conscience vient ensuite. D'abord, il y a manifestation en fait de la vie, il y a les forces fondamentales dont tu parlais, il y a le Big Bang, et ensuite la conscience vient et elle est issue du processus du rapport entre l'esprit et la matière qui ont été formés. Mais quand on dit l'énergie suit la pensée, c'est comme si on disait avant il y a la pensée et l'énergie vient après, elle suit la direction de la pensée. Donc finalement ça peut paraître paradoxal. Et ce que dit Schopenhauer, il ne parle pas d'énergie et de pensée, mais il dit la volonté est l'idée. C'est-à-dire que en réalité, il y a une parfaite identification entre la pensée et l'énergie. Et qu'à son sommet, la pensée est une énergie elle-même. La conscience, si elle est parfaite, elle est la volonté. Et c'est ce qui, du coup, va dans le sens de ce que tu disais dans ta conférence, que le dessin est intelligent. Et le dessin n'est pas juste une énergie aveugle, c'est pas une énergie qui contient rien et qui se développe comme il peut. Ça contient déjà l'alpha et l'oméga. Donc la finalité est présente dans le point de départ. Du coup, tout est intelligent. Tout le processus qui va se dérouler est déjà complètement conscient. Et du coup, Schopenhauer, en disant que la volonté est l'idée, je trouve qu'il parle de l'alpha et de l'oméga. Voilà, il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas vous utiliser la parole. Il y a une polarité aussi qu'on voit entre volonté et conscience, dans le sens où volonté, c'est quelque chose qui est l'assonance du temps et de l'espace. C'est libre du temps et de l'espace. C'est pour ça que dans ton schéma, la quatrième, il y a cette destruction corporelle, qui transforme le disciple non plus dans une dimension ternaire, mais binaire. Donc il y a quelque chose qui est libre du temps et de l'espace dans la volonté, un espace qui compresse le temps et l'espace. C'est pour ça que c'est très dynamique. Le rayon 1 et ses facteurs d'évolution. Il y a une compression du temps et de l'espace. C'est une finesse qualitative qui est destructeur. Et puis, dans le rayon 2, il y a cette notion de matrice qui inclut le temps et l'espace, le processus de maturation. Est-ce que tu as pas? Oui, je suis d'accord, oui. Dans le 3, l'accélération. Oui, l'évolution. Voilà. Dans la citation de Napoléon, je vois plutôt un rayon qui a un accent. Poser des questions ou de voir des questions sur l'ensemble de la Juste pour essayer de distraire un petit peu, par rapport à Big Bang, oui, c'est Berries qui rapporte ça,
d'une conférence qu'il y avait eu autour de Jean-Paul II sur le Big Bang. C'était une époque où il y avait un peu de tension, peut-être toujours, entre les scientifiques et les religieux. Et donc, Jean-Paul II leur a proposé un marché. Après le Big Bang, vous racontez ce que vous voulez, à votre sagesse, si vous voulez. Oui, avant le Big Bang, c'est mon affaire, vous en occupez. Roger, je ne sais pas si tu suis un petit peu cet aspect qui fait que le Big Bang est complètement dépassé maintenant et qu'on en arrive à une théorie qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui adhèrent, c'est l'univers électrique. Dont des scientifiques qui sont très traités sur Photospeak et qui font coller justement traiter sur Photospeak et cette théorie d'univers électrique dans lequel il n'y a plus du tout de vrai Big Bang, il y a beaucoup de paramètres actuels de l'astrophysique qui s'éliminent de la vie. Je ne sais pas si tu suis un petit peu parce que c'est un mouvement qui grossit, même si c'est encore très minoritaire. C'est quoi les références? Ça s'appelle l'univers électrique. L'univers électrique, oui, c'est ça sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de groupes scientifiques qui travaillent là-dessus. C'est vraiment la théorie maintenant qui grossit et parce que c'est vrai que le Big Bang maintenant on se rend compte qu'il craque de partout, donc pour l'instant il n'y a rien d'autre, mais c'est vrai qu'il y a des ésotéristes et des scientifiques qui s'intéressent de plus en plus à cette théorie de l'univers électrique, et je serais bien incapable de vous l'expliquer en détail, mais c'est assez intéressant de voir justement le flux électrique et cet univers. Pour parler du Big Bang, il y a aussi une femme d'Inde, une indienne, donc un médecin indien, qui a écrit un livre pour ceux qui lisent les anglais, parce que je ne vais pas trouver en français, qui s'appelle Punk Science, la science de punk, qui remet en question cette théorie du Big Bang, en proposant l'origine de l'univers parce qu'il serait ce qu'on appelle des trous noirs. Oui. Donc c'est une autre, je veux dire, c'est la polarité du Big Bang. Et c'est pas inintéressant. Voilà. Et c'est une femme. Et alors on cite rarement les femmes dans les recherches scientifiques de haut niveau. Je ne sais pas si, je sais pas, quand on cite une femme scientifique qui s'occupe de sciences quantiques aujourd'hui, il y a des noms qui apparaissent. C'est essentiellement des hommes. C'est intéressant d'avoir la vision d'une femme. Voilà, c'est tout. La question posée, mais que une femme n'est pas sur les coups. Voilà. Oui, Quelles sont les questions, les applications pratiques du fait que derrière la fonction publique, il y a la volonté. Ce matin, on a vu les applications pratiques de la fonction de groupe qui est en action, qui en marche, où on comprend bien comment ça fonctionne, de se défaire de son égoïsme personnel pour l'intégrer dans un groupe. Mais du point de vue de l'aspect de la volonté, comment ça fonctionne? Comment ça peut fonctionner? La seule hypothèse que je propose, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Les phénomènes qui sont antérieurs au Big Bang. Moi, je pense que ce processus, entre-temps, de vitalisation, de magnétisme et d'activité est quelque chose de tout à fait fondamental. Il peut servir de base pour comprendre ces phénomènes. Je ne saurais pas t'apporter plus de détails à l'heure actuelle. D'accord. Une chose très importante dans l'œuvre du Tibétain qui nous fait passer justement du monde de la conscience au monde de la vie. Ce sont les 18 règles de l'initiation. Elles sont absolument étonnantes. Quand on commence à les travailler très sérieusement, on se rend compte que c'est une invitation à quitter complètement le monde de la conscience et à rentrer dans le monde de la vie, dans lequel il n'y a plus ni espace ni temps. Absolument. Et on est complètement ailleurs. Et là, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on se rend compte que nous, on est un petit peu enfermé dans ce système de conscience. Et comme tu disais, on a du mal avec cette notion de rayon. Voilà, ça va être plus large. Voilà, c'est l'air du perso qui va nous l'amener. Mais c'est vraiment ce travail de groupe aussi, de tous ces groupes qui doivent travailler de plus en plus sur ces règles
et dépasser complètement la conscience, rentrer dans la triade spirituelle et rentrer véritablement dans la vie. Et on ne sait pas trop ce que c'est, parce que dans la vie dans laquelle la conscience telle qu'on l'entend n'existe plus. Même l'amour est tellement une évidence qu'on n'en parle plus. C'est tellement vécu, c'est tellement une évidence qu'on n'en parle plus. On ne parle plus que de rayon 1 et de vie. C'est étonnant. Quel passage. C'est le rayon d'initiation. Oui. Les 18 règles d'initiation. D'autres réflexions, d'autres idées? Est-ce que le tableau, là-bas il y a un crayon sur le petit tableau qui est derrière toi, Matt? Oui. Oui. Tu veux écrire? On peut faire un petit schéma? Toi? Ouais, moi. Ouais, comme ça c'est bien. Je voudrais en fait montrer ce qui pour moi peut être l'illustration de ce que disait tout à l'heure Roger. À propos, il disait en fait au départ, il y a de l'énergie, il y a de la matière, il y a de l'espace, il y a du temps. Je pense qu'on peut faire en fait une analogie avec les 7 rayons et avec leur genèse, c'est-à-dire comment les 7 rayons apparaissent. Souvent Descartes nous dit qu'il y a d'abord les 3 rayons majeurs et puis ensuite les 4 rayons mineurs en fait qui interviennent. Et je pense en fait à faire une analogie entre ce qu'on connaît de la physique et l'apparition en fait des rayons. Donc c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est une petite présentation qui devrait prendre 5 ou 10 minutes. Donc au départ, c'est vrai que Roger, tu nous présentes souvent en fait un triangle primordial avec en haut le plus, ensuite un plus ou moins ici, et puis ici un moins. Si on essaye de traduire tout ça, en fait, en termes des forces physiques auxquelles on est habitué, on peut dire que le plus, globalement, c'est l'énergie dont tout naît. Donc, tout en haut, ce qui est analogique au premier rayon, c'est de l'énergie. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'écris là-bas dans le fond, si c'est suffisamment contrasté. Donc, à partir de l'énergie est dans l'univers. Il va y avoir un pôle moins, c'est-à-dire ce qui est opposé, ce qui est contraire à l'énergie, ce qui est son contrepoint. Et qu'est-ce qui est contraire à l'énergie? C'est tout simplement ce qui lui fait obstacle. Et ce qui fait obstacle à l'énergie, c'est la matière. Donc ici, comme pôle moins, on a la matière. La matière est l'aspect négatif en fait de l'énergie. Elle est inertie, alors que l'énergie en fait est le potentiel maximum de l'activité. Et puis ensuite, ici, il y a ce qui est ni l'un ni l'autre. On pourrait appeler ce pôle plus-moins le pôle neutre. Donc, je préfère en fait l'appeler pôle neutre plutôt que pôle plus-moins, parce que ça permet de comprendre qu'il neutralise d'une certaine façon à la fois l'énergie et la matière. Et donc, qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose qui est neutre par rapport à l'énergie et neutre par rapport à la matière, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'espace. Parce que l'espace permet à l'énergie de se diffuser sans intervenir en fait sur l'énergie, et l'espace permet également d'accueillir la matière sans qu'il y ait de quoi que ce soit en fait qui contrarie la matière. Donc la neutralité parfaite, c'est l'espace. Donc ici, on a la différenciation de nos 3 rayons qu'on connaît bien. On a le premier rayon qui est en haut, qui est la puissance, la force, l'énergie. On a le 3e rayon qui vient ici, qui est la différenciation, en fait, qui est l'opposé polaire de cette énergie de premier rayon. Et on a le rayon 2 qui permet d'accueillir les 2 autres et qui se situe au milieu et qui est l'élément en quelque sorte qui les neutralise. Ensuite, il va intervenir une relation entre ces différents pôles. Pourquoi? Parce que l'énergie était ce à partir de quoi le reste en fait était formé. Donc il y a une affinité entre
l'énergie et la matière, de même qu'il y ait une affinité entre l'espace et l'énergie, puisque l'espace provient de l'énergie autant que la matière provient de l'énergie. L'un provient de lui parce qu'il est l'élément qui le neutralise, et l'autre provient de lui parce qu'il était contenu à l'intérieur de lui comme son contraire potentiel. Du coup, il y a une relation qui s'établit. Je refais en fait ici le petit triangle, et je vais faire des flèches comme ceci. Et ici, il y a 4 éléments qui vont apparaître et qui sont issus des interactions du pôle plus ici, du pôle moins qui est là, et du pôle neutre qui est là. Donc, on a une première interaction entre la matière et l'énergie, c'est-à-dire on a de la matière qui s'approprie de l'énergie. Et puis, on a une seconde interaction, on a de l'énergie qui passe à travers la matière. Si on essaie de reporter cette idée dans les forces physiques, l'énergie qui passe à travers la matière, on en a un bon exemple à travers ce qu'on appelle la radioactivité. La radioactivité, c'est de la matière qui dépense son énergie parce qu'elle est traversée en fait par une force qui est, entre guillemets, plus forte qu'elle. C'est une force positive qui irradie à travers la matière. À l'inverse, si on dit que la matière s'approprie de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle la prend en elle, elle devient elle-même énergétique, et c'est ce qu'on pourrait appeler le phénomène électrique. La matière contient de l'électricité à partir du moment où de l'énergie est contenue à travers elle. Donc ces deux aspects de la relation de l'énergie rayon 1 avec la matière rayon 3, on pourrait y voir l'aspect du 7e rayon qui est la projection de l'énergie dans la matière et qui donne la radioactivité, et l'aspect d'appropriation par le 3e rayon du premier rayon qui est l'aspect d'électricité, c'est-à-dire le rayon 5. Donc le rayon 5, c'est le rayon 3 qui prend, qui attrape pour lui l'énergie du rayon 1, et le rayon 7, c'est les rayons 1 qui passent à travers l'énergie du 3e rayon et qui produit quelque chose en fait plus loin. Et on peut y voir du coup les phénomènes de radioactivité d'un côté et le phénomène d'électricité de l'autre côté. Puis ensuite, donc ici on a la radioactivité et là on a l'électricité. Je mets juste un petit R et un petit E. Donc là on a notre rayon 7 et ici on a notre rayon 5. Ensuite il y a une autre interaction qui intervient entre l'énergie et l'espace. De la même façon, l'énergie va se projeter dans l'espace et l'espace va s'approprier de l'énergie. Donc qu'est-ce que ça donne de l'espace qui s'approprie de l'énergie? Comment l'espace peut s'approprier de l'énergie? Quand on regarde en fait le phénomène de magnétisme, on voit en fait, on nous représente par exemple un aimant, un électroaimant, et on montre des champs de force en fait qui sont autour. C'est de la force manifestée dans de l'espace autour de la matière. Donc on peut dire que c'est de l'énergie que l'espace s'est approprié. Donc lorsque l'espace prend l'énergie, il y a le phénomène commun qu'on connaît de magnétisme. À l'opposé, lorsque l'énergie se projette dans l'espace, il va y avoir le même phénomène que quand l'énergie se projetait dans la matière et qu'on avait le phénomène de radioactivité. Il va apparaître en fait le phénomène de radiation et de rayonnement. Et qu'est-ce qui irradie à travers l'espace sans qu'il puisse y avoir d'obstacle? C'est ce qu'on appelle la lumière. Donc la lumière, c'est de l'énergie qui irradie librement dans l'espace, et le magnétisme, c'est de l'espace qui s'est approprié de l'énergie. Du coup, on a à nouveau deux interactions, le pôle plus qui se projette dans le pôle neutre, donc l'énergie qui se projette dans l'espace, c'est la lumière, je mets ici un petit L, et de l'autre côté, c'est de quel côté? Ici, je me suis trompé en fait tout à l'heure, Oui, c'est au niveau l'inverse. des interactions. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. C'est l'inverse. C'était ici en fait le 5e rayon, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça. Il faudrait que je le refasse sur le page pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Alors
alors la lumière et en face. Donc ici on a la lumière et en face, à la place du coup de l'électricité, on a le magnétisme. Et à nouveau, on va retrouver deux rayons qui cette fois-ci sont les rayons pairs. Donc c'est issu de l'interaction entre le premier et le second rayon. On va voir la lumière qui symbolise le sixième rayon et on va voir le magnétisme qui symbolise l'énergie du quatrième rayon. Donc c'est une analogie en fait avec les forces physiques. On peut dire que dans le monde physique, l'énergie c'est le rayon 1, l'espace c'est le rayon 2, la matière c'est le rayon 3, le phénomène magnétique c'est le rayon 4, le phénomène électrique c'est le rayon 5, le phénomène de la lumière c'est le rayon 6 et le phénomène de la radioactivité c'est le rayon 7. Donc des interactions là dans ton schéma. Donc j'ai pas fait en fait l'interaction ici horizontale entre le pôle neutre et le pôle matière, c'est à ça que tu fais allusion. Exactement. Ce qui fait en fait 9 éléments et qui, à mon sens, interviendra lors du troisième système solaire. Donc on en tire le temps. On a 7 rayons, on n'est pas à 9. Faire à nouveau. Je ne sais pas si vous voulez que je refasse le schéma proprement de côté. Ça va. C'est très bien ce petit schéma, mais moi j'ai du mal à raisonner en séparant les éléments comme ça. Je ne vois pas du tout les choses. D'un côté il y a l'électricité, de l'autre la lumière, le magnétisme. Je n'arrive pas à raisonner en coupant les éléments. Je ne peux pas séparer le yin du yang, tu vois. Ça marche avec ou pas, mais... Merci beaucoup, vous avez bien éclairé. C'est fondamental, quoi. Qui veut passer au tableau? Hein? C'est à la base. C'est basique. Ah ben, je me donne la parole. Tu me donnes la parole. Alors, moi, pour faire le lien maintenant avec la conscience de groupe que nous avons vu ce matin, je me dis, bon, qu'est-ce qui contribue à la création d'un groupe? Parce qu'on pourrait dire, voilà, il y a des hommes et des femmes qui se rassemblent et qui disent, on est tous intéressés pour développer ensemble la conscience de groupe. Au début, ils ne savent pas du tout à quoi, enfin ils s'engagent, ils savent qu'ils s'engagent dans quelque chose, mais au début, ils ne savent pas quel va être l'objectif du groupe. Ou si on fait un tour de piste, il va y avoir des objectifs différents. Alors on s'est dit, ben, ça va, si on commence par des objectifs différents, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir continuer ensemble, hein? Donc on pourrait dire, si on part du bas, des êtres qui se rassemblent, qui travaillent pour développer ensemble la conscience de groupe, qui créent l'unité de groupe, et à un moment donné émerge l'identité de groupe. Ce qui veut dire qu'ils savent un peu plus qui ils sont et donc ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est quand on le voit du bas, c'est la conscience qui monte, hein, c'était la flèche de bas en haut qu'a fait Roger. Et en même temps, on peut se dire, mais qu'est-ce qui a contribué à la création du groupe? C'est la flèche qui part du haut vers le bas, c'est-à-dire il y avait au démarrage une volonté qui n'était pas du tout consciente de la part des membres du groupe, et laquelle volonté a fait aussi que petit à petit le groupe a fait son unité, avec certaines personnes qui ne se sont pas reconnues dans ce groupe et qui sont allées éventuellement en créer un autre à côté qui leur correspondait mieux. Hein. Et donc, on pourrait dire, ça marche comment? Est-ce que ça part du bas ou est-ce que ça part du haut? Mon hypothèse, c'est que ça part du haut. Et pourtant, on en est totalement inconscient au démarrage. C'est un processus, moi je trouve que c'est un processus très intéressant de faire justement cette association entre amour et volonté. Parce qu'on se rend compte que c'est en développant l'amour que finalement on se dit mais oui, ça ne peut pas marcher autrement que sans la volonté. Et en réalité, ça n'aurait jamais marché si la volonté n'avait pas déjà été là.
alors qu'on ne pouvait pas l'apercevoir. Oui. Oui, ça part du haut, mais je pense que il faut aussi, pour enclencher le groupe, que la volonté du groupe parte du bas. Ah, mais aussi, il y a une volonté de s'engager, il y a un engagement. Une volonté de continuer, de faire, d'avoir, de dépasser les épreuves, etc. Donc là, c'est l'expérience de la volonté du groupe, quoi. Et c'est vrai que par expérience, rester dans la volonté, dans l'amour, c'est pas facile. Hein. C'est quand même deux énergies qui, pour les marier, il faut être souple, oui. Il faut de longues fiançailles. D'autres remarques? Réflexion. Non? Est-ce qu'on peut considérer que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire? On a une... On peut conclure alors, mais on a une méditation normalement prévue à 17h. Il peut être éventuellement avancé. C'est-à-dire, on avait prévu une pause, mais on se dit que vous avez l'air tous bien. Est-ce que vous avez besoin de faire une pause? Parce qu'on avait prévu une pause, un petit temps de débat, et puis ensuite la méditation. Mais est-ce que vous avez besoin de faire une pause? Oui, non, une courte pause. Apparemment, il y a plein qui ne répondent pas, mais qui vont faire une pause. Déjà. Bon, il est 4h15 en gros. On fait 10 minutes de pause et on se retrouve pour la méditation. Voilà, ça vous permet d'aller au point et on se retrouve immédiatement.